à vous tous sur ce plateau spécial de Tout Contrôle sur Gulf TV Africa. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui une personnalité exceptionnelle qui est un fin connaisseur de notre pays ainsi que de la sous-région, dans le sens où il a été témoin et acteur de nombreux événements qui ont secoué l'actualité nationale et régionale ces 50 dernières années. Nous avons tenu à l'inviter en sa qualité d'auteur d'un ouvrage intitulé L'Odyssée d'un fils d'Afrique, édité aux éditions L'Harmattan. Son nom, Rigobert Oladiran Ladikpo. Il est ancien ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, gouvernement Soglo, 1991 à 95. Monsieur Ladikpo, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous avoir dans ce studio. Vous avez sans doute d'autres attributs. Je vous ai présenté en effet Rigobert Oladiran Ladikpo. C'est votre nom, mais il y a sans doute d'autres attributs que vous voudriez bien préciser dans ce plateau. Merci de m'avoir appelé. Et on m'appelle Rigobert Oladiran Ladikpo. Je suis né à Savet, dans le département des Collines, au centre du Bénin. J'ai fait mes études primaires à l'école catholique de garçons de Savet, mes études secondaires au petit séminaire de Ouida et au lycée Victor Ballot. J'ai obtenu le baccalauréat série philosophie en 1959 et à l'âge de 21 ans. Mais dès mes 20 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Et ce fut à l'occasion de ma participation au congrès constitutif du PRA qui a eu lieu à Cotonou. J'ai participé à ce congrès en tant que membre de la délégation de l'Oubangui Chari, le pays qui s'appelle aujourd'hui la République centrafricaine. Je suis arrivé donc en France en 1959. J'y suis resté pendant 4 ans et j'ai fait mes études au lycée Louis-le-Grand de Paris et à la Sorbonne avant de partir pour la Suisse. Alors, comment se fait-il que vous, béninois de Savet, vous puissiez devenir délégué de l'Oubangui Chari? Vous l'avez notifié tantôt. C'est le pays que nous appelons aujourd'hui la Centrafrique. Eh bien, il faut savoir qu'avant les indépendances, nous étions regroupés, pour nous de l'Afrique de l'Ouest, dans ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, et pour ceux qui étaient de la région d'Afrique centrale, ils étaient regroupés au sein de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Mais les francophones que nous étions, les colonisés par la France que nous étions, il y avait une interaction très importante entre nous. Et on ne se reconnaissait pas comme membre des entités qu'on appelle aujourd'hui le Dahomey, la Haute-Volta et ainsi de suite. Et il y avait une interaction très importante. Et quand nous avons constaté que la délégation de l'Oubangui Chari était assez squelettique, les membres de cette délégation n'étaient pas très nombreux, nous nous sommes rapprochés d'eux. Un de mes amis et moi, cet ami s'appelait Bertin Yekwe. On s'est rapprochés d'eux. On s'est présenté comme pouvant être considérés comme les jeunes de la délégation. Nous avons été cooptés et nous avons pu participer au congrès du PRA, le parti du regroupement africain, dont l'objectif principal était de décider de ce qu'il fallait voter lors du référendum d'autodétermination du 28 septembre 1958. Et ce congrès a débouché sur une résolution de voter non au référendum au référendum du 28 septembre 1958. Bon, ce qui s'est passé après,
On en parlera sans doute dans l'émission. Nous apprenons, hein, Monsieur Ladigbo, dans votre ouvrage que vous avez foulé le sol de l'Hexagone pour la première fois en septembre 1959 et quand vous êtes arrivé dans le 16e arrondissement de la capitale parisienne, vous avez été déçu. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Ben, l'idée que je me faisais de la France et des maisons en France, ce n'est pas ce que j'ai trouvé en arrivant à Paris. En arrivant à Paris, j'ai constaté que toutes les maisons étaient noires. Toutes les maisons étaient noires. Je n'ai pas compris pourquoi. Et ça m'a choqué. Même dans les plus beaux quartiers, ceux qu'on considérait comme les plus beaux, toutes les maisons étaient noires. Et ça m'a choqué. Mais les Français semblaient s'accommoder de cela. Sauf le ministre de la Culture de l'époque, qui s'appelait le ministre de la Culture de l'époque, qui était le ministre du général de Gaulle. Et c'était un très grand écrivain. Et il n'a pas, lui-même n'était pas à l'aise avec cette situation. Et il a décidé de faire retrouver aux bâtiments parisiens leur splendeur des siècles précédents. Et Malraux, justement, le grand écrivain Malraux. Oui. Et pour montrer aux Parisiens ce qu'était leur ville quelques siècles auparavant, il a décidé d'en faire la démonstration au niveau de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et il a fait ce qu'on a appelé le ravalement. On a nettoyé. Et la couleur du calcaire qui avait été utilisé a été retrouvée. Mais au début, ça n'a pas été de tout repos parce que les Parisiens n'étaient pas d'accord. Mais il a fini par imposer le ravalement et de Notre-Dame et de tous les grands bâtiments de Paris. Et Paris a changé de couleur grâce à son œuvre. Alors, on apprend également que vous disposiez d'une bourse à l'époque de 18 000 francs CFA par mois. À combien cela correspond aujourd'hui? Les 18 000 francs CFA de l'époque, il faut d'abord vous dire que le franc CFA a été créé en 1945, oui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle était différente du franc français qui était en usage en métropole. Et au moment de la création du franc CFA, un franc CFA valait 1 franc 70 francs français. Mais en 1948, il y a eu dévaluation du franc français, une dévaluation qui n'a pas affecté le franc CFA. Et du coup, le franc CFA est devenu encore beaucoup plus fort que le franc français. À partir de 1948, le franc CFA valait 2 francs français. C'était la situation au moment où je suis arrivé en France. Ce qui fait que les 18 000 francs CFA de bourse qui m'avaient été accordés représentaient 36 000 francs français. Mais à partir de 1960, le franc français a été modifié. On a adopté ce que l'on a appelé le franc lourd, le franc pinet, qui valait 100 anciens francs français. Et du coup, mes 18 000 francs sont devenus 360 francs, nouveaux francs français. Mais entre 1960 et 1994, le franc français a connu une série de dévaluations, de réajustements,
Mais la parité a été maintenue fixe jusqu'en 1994. En 1994, vous le savez, il y a eu la dévaluation du franc CFA de 50%. Mais entre 1960 et 1994, les dévaluations successives du franc français ont entraîné une dévaluation équivalente du franc CFA, mais sans qu'on ait jamais dit aux usagers du franc CFA que leur monnaie était en train d'être dévaluée. Alors, on apprend que vous vous êtes rendu à Berlin en 1960. Pouvez-vous nous décrire comment se présentait la capitale allemande en pleine guerre froide avant la construction donc du mur, le mur de Berlin? Oui, j'ai vécu 3 mois à Berlin en 1960. Et il n'y avait pas encore le mur. On pouvait circuler entre les deux Berlins. Parce que Berlin avait été occupé par les puissances victorieuses de la Deuxième Guerre mondiale. Elles étaient 4. La Russie, l'Union soviétique plutôt, ça s'appelait l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. Mais les différentes parties de Berlin occupées par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fusionné et il s'appelait Berlin-Ouest. Tandis que l'autre partie occupée par l'Union soviétique, c'était le Berlin-Est. Il y avait une concurrence entre les deux Berlins, comme il y avait une concurrence entre les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. L'Allemagne de l'Ouest, qui était rattachée, enfin, qui était dans le camp occidental, s'est développée à un rythme assez accéléré, et le Deutschmark, la monnaie ouest-allemande, le Deutschmark, était une monnaie qui pesait assez lourd, tandis que la monnaie de l'Allemagne de l'Est qu'on utilisait à Berlin-Est, c'était une monnaie qui n'avait pas la même valeur que le Deutschmark ouest-allemand. De telle sorte que au marché, théoriquement, les deux monnaies avaient la même valeur. Mais au marché noir, ce n'était pas le cas. Au marché noir, avec un mark ouest-allemand, vous pouviez obtenir jusqu'à 2 ou 3 marques est-allemands. Ce qui fait que quand moi, je voulais aller me promener à Berlin-Est, avant d'y aller, je vivais à Berlin-Ouest, avant d'y aller, je m'achetais des marques est-allemands au marché noir et j'avais 3 fois en marque est-allemand, ce qui me permettait de vivre comme un pacha à Berlin-Est. Nous avons... Mais on pouvait circuler entre les deux villes, entre les deux parties de la ville, en prenant le métro. C'est par le métro qu'on pouvait rallier Berlin-Est sans avoir fait les moindres formalités douanières, sans avoir subi les moindres contrôles. Alors, nous apprenons à M. Ladikpo que vous avez étudié donc, à l'université parisienne de Sorbonne, vous le disiez tantôt, à la fin des années 50. Est-ce qu'il existait, est-ce que Dahomey existait déjà, enfin évidemment Dahomey existait, est-ce qu'il existait des Dahoméens à Sorbonne comme vous, Dahomey à Sorbonne, est-ce qu'il y en avait suffisamment, est-ce que vous étiez nombreux? Il y avait beaucoup de Dahoméens à Paris. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres que moi à la Sorbonne. Ce que je peux vous dire, c'est que les Dahoméens étaient très nombreux à Paris à cette époque-là. Et ils étaient très, très actifs, politiquement parlant. Et les plus actifs politiquement parlant, et
pouvaient être regroupés dans deux camps. Les plus actifs, il y avait ceux qui étaient d'obédience marxiste-léniniste, communiste. Il y avait les autres qui, tout en étant influencés, tout en ayant été influencés par le marxisme, n'avaient pas accepté de devenir des communistes. Mais ils étaient la tendance socialisante aussi existait. Et c'est ceux-là, les plus actifs, qui ont pris la direction des associations des Dahoméens en France. J'ai fait partie de ceux-là qui ont eu à diriger les Dahoméens en France. J'ai fait partie d'un bureau en 1960. Le bureau de l'année académique 1961-1962. Et j'en ai fait partie. J'étais le vice-président de ce bureau, dont le président était Bruno Amoussou, dont le secrétaire général était un certain Mito Baba, qui est devenu très connu par la suite au niveau du syndicalisme dahoméen et du syndicalisme dahoméen. À l'époque. Vous avez mentionné des événements qui se sont produits en octobre 1963, 26, 27, 28, qualifiés des trois glorieuses selon vos écritures, M. Ladikbov. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Non, il s'agit de 3 journées de grève, et grève totale, et grève dans laquelle se sont lancés tous les travailleurs de toutes les centrales syndicales. C'est parce que, pour la première fois, il y a eu unité de tous les travailleurs pour aller en grève et que ça a abouti au départ du gouvernement du PDU de Hubert Maga. Le PDU, c'est le parti de l'unité, parti dahoméen de l'unité, parti unique. Cette grève-là a eu un retentissement énorme et on lui a donné le nom des Trois Glorieuses, parce que c'était 3 journées de grève. Le PRPBA a repris ce terme pour qualifier le 30 novembre 1972, lors de la proclamation du discours-programme, le 30 novembre 1974, lors de l'adoption du marxisme-léninisme, le 30 novembre 1975, lors du changement de nom du pays, et 3 événements majeurs, qu'on a rebaptisés aussi les Trois Glorieuses. Alors, une autre préoccupation dans votre ouvrage, on lit que vous quittez l'Europe en 1968, où vous viviez donc en Suisse avec un poste d'enseignant-chercheur dans un institut d'État pour le Dahomey, où on vous avait offert donc un poste de sociologue à la SONADER. Dites-nous ce que vous faisiez à l'époque, ce que faisait cette société d'État dahoméenne. Et avant de vous parler de ce que j'ai eu à faire à mon retour de Suisse, il faut que je vous dise un mot concernant la Suisse elle-même. Et j'ai vécu 6 années en Suisse, de 63 à 69. Et la Suisse est un tout petit pays qui fait un peu plus du tiers du Bénin, de notre Bénin actuel, et qui est moins peuplé que notre Bénin actuel. Mais c'est un pays qui est parmi les plus développés au monde, parmi les plus riches au monde. C'est assez curieux comment ce pays s'est organisé. Ce petit pays, j'ai dit, en superficie, un peu plus du tiers du Bénin, occupé à 60% par le massif montagneux des Alpes. Ce pays qui n'a aucune ressource naturelle, ce pays est devenu extrêmement riche, extrêmement prospère
est l'un des plus développés au monde. Je pense que ce pays mérite qu'on étudie ce qui s'est passé là-bas, comment ils se sont organisés. Parce que ce petit pays-là avait 4 langues nationales, 4 langues officielles. Comment ils ont pu? Lesquelles? Comment ils ont pu? Quelles sont ces langues déjà? L'allemand, le français, l'italien et le romanche. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler du romanche. C'est une langue qui n'est parlée que là-bas, en Suisse. Et ce pays-là est un des plus riches au monde. Comment est-ce qu'ils ont réalisé ce miracle? Je l'ai décrit. Laissez découvrir. Je l'ai décrit avec minutie dans mon ouvrage dont vous avez parlé. Et je souhaiterais que nos auditeurs aient la curiosité d'aller voir comment ils se sont organisés. Ceci dit, je suis revenu au Bénin ça ne s'appelait pas encore le Bénin d'ailleurs. Je suis revenu au Bénin et comme sociologue à la SONADER. La SONADER est une société d'État du secteur du développement rural qui s'est lancée dans la plantation de palmiers sélectionnés. Les grandes plantations de palmiers sélectionnés du Mono, Ouin Agamay, de l'Atlantique, Henvi, de l'Ouémé Plateau et le Grand Agonvi, toutes ces plantations-là ont été l'œuvre de la SONADER. Et j'ai eu, moi, à intervenir dans le cadre du Grand Agonvi, c'est-à-dire dans la zone Ouémé Plateau. Et on a planté des palmiers, on a implanté une usine là-bas, comme on l'a fait aussi au Grand Envie, comme on l'a fait aussi à Ouin Agamay au Mono. Et on a eu diverses autres activités. Le gari ultra fin que tout le monde peut acheter à l'heure actuelle et à Ipmile, c'est nous qui avons introduit ça là-bas. Et on a fait venir les spécialistes de ce gari-là, on les a fait venir de Savalou, et les femmes savaloises qui étaient considérées comme les meilleures à Savalou, on a réussi à les faire venir au Grand Agonvi et on les a utilisées comme des expertes pendant 9 mois. Et nous les payions. Nous avions obtenu de leur mari qu'elles soient libérées pendant 9 mois grâce à l'appui du roi de Savalou. Et pendant ces 9 mois-là, elles ont formé les femmes de la région. Et ce sont leurs filles ou petites filles qui aujourd'hui produisent le gari Sokhoué, le gari extra fin qu'on peut avoir à Ipmile. Vous avez été contraint à l'exil, nous allons parler également de cela pendant une quinzaine d'années. Les causes de cet exil sont à lire dans l'ouvrage, bien évidemment. Pouvez-vous indiquer comment était la vie au Nigeria en milieu des années 70 et dans les années 80? Pendant que j'étais en service à la SONADER, j'ai eu des activités au niveau syndical, des activités au niveau politique, des activités au niveau politique qui m'ont amené à participer à la rédaction de ce qui est devenu le discours-programme de 1972, du 30 novembre 1972, et donc
à avoir des relations de coopération avec le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, qui est arrivé au pouvoir le 26 octobre, et le 26 octobre 1972. Mais ça nous a amené aussi à entrer en conflit avec ce régime parce que sa conception de l'autorité n'était pas tout à fait la même que la nôtre. Nous, on était pour les libertés démocratiques. Le GMR, c'était des militaires qui n'avaient pas la même culture et qui pensaient que le système hiérarchique qu'ils ont dans l'armée, c'est ce système-là qui doit être accepté. Il y a eu de petits conflits. Ça a fini très mal en 1975 lorsqu'il y a eu assassinat par le président de son numéro 2. Et un certain nombre d'entre nous estimaient que le président devait être traduit devant les tribunaux. Et évidemment, le président ne l'entendait pas de cette oreille. Et nous avons été déclarés hors la loi. Et c'est ce qui m'a amené à partir du Dahomey. Ça s'appelait toujours le Dahomey. À partir pour le Nigeria. Le Nigeria où j'ai atterri en 1975, c'était un pays prospère, un pays riche des ressources que lui apportait la vente de son pétrole, dont le prix a été multiplié par 3 à partir de 1974. À partir de 1974. Il faut que vous sachiez qu'à un moment donné, le Naira a valu jusqu'à $1,50. C'était une des monnaies les plus fortes au monde à cette époque-là. C'était un pays prospère où les gens qui étaient considérés comme une sorte d'Eldorado, où les gens venaient chercher fortune. Les gens venaient de toutes les parties du monde. Et évidemment, les pays africains, et en particulier les pays ouest-africains, les habitants des pays ouest-africains, eux aussi étaient attirés par le Nigeria. Donc j'ai atterri dans ce Nigeria-là et j'ai été accueilli à bras ouverts par les Nigérians, malgré le fait que très rapidement, je me suis trouvé dans une situation assez particulière. Parce que moins de 2 mois après mon départ du Dahomey, le pays a changé de nom. Et c'est de telle sorte que tous les papiers que j'avais, le passeport que j'avais, la carte d'identité que j'avais, avaient cessé d'être valables. Je me suis retrouvé donc un sans-papier au Nigeria pendant plus de 12 ans. Malgré cela, les Nigérians ne m'ont pas traité comme un paria. J'ai pu évoluer le plus normalement du monde. J'ai obtenu un poste dans l'une des universités fédérales du Nigeria, l'université Ahmadu Bello de Zaria. J'ai pu obtenir un poste de professeur. J'ai même pu être nommé chef de département. J'ai occupé un poste de chef de département pendant 4 ans dans ce Nigeria-là. Et je dois avouer que mon séjour au Nigeria m'a fait du bien, malgré le fait que j'étais un exilé. Alors, en tant qu'ancien dirigeant syndicaliste de sensibilité de gauche, quel regard portiez-vous sur le programme de la dénationalisation des entreprises publiques béninoises? Je suis revenu au Bénin à la faveur de la conférence nationale en 1990. Je suis devenu ministre du premier gouvernement du renouveau démocratique en 1991,
fin juillet 91, le 29 juillet 91. J'ai été nommé ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Et du coup, j'ai été en charge avec le ministre du Plan du programme de dénationalisation. Quel était l'objectif? L'objectif, c'était de dégager du portefeuille de l'État les entreprises qui n'étaient pas stratégiques, les entreprises purement commerciales. Un exemple, le premier exemple que je vais vous donner, c'était la Béninoise. La Béninoise était une unité industrielle qui produisait de la bière et vendait de la bière. Ça n'avait rien de stratégique, la vente de la bière. Il a été décidé, de concert avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, que des entreprises de ce genre-là n'avaient rien à voir dans le portefeuille de l'État. L'État avait besoin de contrôler et de gérer des entreprises stratégiques. Ce n'était pas le cas d'une entreprise comme celle-là. Il est vrai que l'opinion publique a mal pris la chose. Et je dois vous avouer que j'ai passé des heures très difficiles devant le Parlement, où il fallait aller défendre ce projet, ce cas de dénationalisation. Mais il fallait le faire. Et on a pu très rapidement constater que c'était beaucoup plus rentable pour l'État que la Béninoise, devenue la Sowebra, redevienne une société privée. Ça a été une bonne affaire parce que nous l'avons vendue et ça nous a rapporté gros. Ça nous a rapporté à l'époque plus de 6 milliards de francs CFA. Et en moins de 2 ans, les taxes et impôts que ça rapportait à l'État, on s'est rendu compte que c'était gros, c'était intéressant. Alors que l'État était obligé de supporter les charges de la Béninoise. Les dirigeants de la Béninoise disaient que, bon, on ne demandait pas à l'État de payer les salariés de la Béninoise. Mais la Béninoise, une société privée, on avait besoin qu'elle nous paye, qu'elle nous fasse rentrer de l'argent. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, je rappelle que vous le disiez tantôt, hein, vous avez été ministre à partir de 1991. Pouvez-vous nous décrire quel était le traitement de ministre à cette époque, avec, quelles étaient les relations également entre ministre et chef d'État à l'époque? La rémunération des ministres n'était pas uniforme. Les ministres qui étaient issus de la fonction publique conservaient leur salaire de la fonction publique et avaient en plus les indemnités de fonction. Les ministres qui n'étaient pas de la fonction publique, et c'était mon cas, je n'ai jamais été fonctionnaire. Les ministres qui n'étaient pas de la fonction publique, on a décidé que leur salaire de base serait calculé sur la base de l'indice le plus élevé de la fonction publique, qui était l'indice 1000. L'indice 1000. C'était l'indice le plus élevé de la fonction publique. Cet indice-là me donnait comme salaire de base quelque chose comme 300 000 francs.
plus mes indemnités, je n'ai jamais eu 500 000 francs en tant que ministre. Et parce que l'opinion publique estimait que les ministres du renouveau démocratique étaient payés, étaient grassement payés, alors que théoriquement, sous le PRPB, il n'y avait pas de salaire de ministre. Mais à la demande du président de la République, un certain nombre d'entre nous, dont moi, on a fait publier par tous les journaux ce que nous gagnons. Nos fiches de paye ont été photocopiées et publiées et rendues publiques. Et je dois vous dire que moi, ministre de l'Industrie et des PME, tous les directeurs généraux des sociétés d'État qui étaient sous mon contrôle étaient beaucoup mieux payés que moi. Et à côté de ma fiche de paye qui a été publiée, les fiches de paye de mes directeurs généraux aussi ont été publiées. Et on a pu se rendre compte que certains d'entre eux avaient un salaire de 200 000 francs plus élevé que le mien. Je n'ai jamais eu, indemnité comprise, je n'ai jamais eu 500 000 francs. Alors, après avoir été ministre, vous avez été élu. Vous vouliez savoir quel rapport on avait avec le président? Oui, c'était également une question. Avec le président Soglo, les rapports de travail étaient excellents. Le président Soglo voulait que chaque ministre assume à part entière la gestion et la direction de son ministère. Mais on devait lui rendre compte. Et comme on avait des comptes à rendre à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international, et que ces deux institutions étaient basées à Washington, qui avaient un horaire différent du nôtre, l'heure là-bas, il y avait un grand décalage horaire entre eux et nous. Le président Soglo était amené parfois à être en rapport avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire à des heures où nous, on était déjà en train de dormir. Et si, pendant cette discussion, il y avait le moindre détail pour lequel il n'avait pas une réponse tout de suite, il n'hésitait pas à nous appeler, même quand on était en train de dormir. Et il fallait qu'on puisse, le ministre en charge du dossier qu'il était en train de traiter, il fallait qu'on soit en mesure de lui donner la réponse tout de suite. Et évidemment, on était obligé d'être tout le temps sur le qui-vive. Mais les rapports ont été très bons. Et comme je le disais, après avoir été ministre, vous avez été député. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. C'était entre 1995 et 94. Et 99, pardon. Décrivez-nous, s'il vous plaît, comment était la vie du parlementaire à cette époque? Il faut que vous sachiez que un parlementaire intervient en général dans le cadre d'un groupe parlementaire. Okay. J'ai d'abord, pendant un an, fait partie d'un groupe parlementaire présidé par Rosine Soglo. Au bout d'un an, j'ai décidé de quitter ce groupe parlementaire et de devenir un député non inscrit. C'est à partir de ce moment-là que j'ai retrouvé toute ma liberté de parole. Parce que quand vous êtes dans un groupe parlementaire, vous ne devez refléter que les points de vue du groupe et vous n'intervenez que si le groupe vous demande de le faire ou vous autorise à le faire. Une fois que je suis devenu député non inscrit
Et je le suis resté pendant les trois autres années de mon mandat. Eh bien, je n'avais plus à demander la permission à personne pour intervenir. Mais, du coup aussi, je n'avais pas droit à beaucoup de temps de parole. Parce que quand vous êtes membre d'un groupe, votre temps de parole, c'est le temps de parole du groupe. Et le temps de parole du groupe, c'est en fonction de la taille du groupe. Quand je suis devenu un singleton, j'avais un temps de parole très, très, très limité. Le résultat, c'est que je préparais minutieusement ce que j'avais à dire. Je le mettais par écrit parce que je savais que je n'avais droit qu'à 2 ou 3 minutes. Il fallait que tout ce que j'avais à dire, je puisse le dire en un temps très court. Et ça m'a amené à travailler sur tous les dossiers de façon minutieuse. Et je crois que pendant les 3 années où j'ai été député non inscrit, ma contribution aux travaux de l'Assemblée nationale a été très appréciée. Et je dois vous dire que j'ai été celui qui a le plus contribué à l'adoption de la loi qui concerne les médias. J'ai beaucoup contribué à cela. Et les journalistes de cette époque l'ont beaucoup apprécié. J'ai apporté beaucoup d'autres contributions. Et ceux qui ont envie d'en savoir davantage, je n'en ai pas parlé, bien sûr, dans mon livre, puisque je me suis arrêté, mon récit s'est arrêté le jour où je suis devenu ministre. Alors, j'ai une autre préoccupation. Nous avons la chance de vous avoir. Nous allons donc en profiter. Vous étiez là au moment où le multipartisme intégral a été instauré au Bénin. Vous avez été témoin du Dahomey, du Bénin, à l'époque où on a eu 3 présidents pour gérer le pays à la fois. Est-ce que nous pouvons avoir quelques détails sur ce sujet-là avant de partir de ce studio? Et le Bénin, de 1960 à 1972, était un pays politiquement instable. En 1960, Maga est arrivé au pouvoir en alliance avec Apiti. Mais très rapidement, ça n'a pas marché. Et finalement, en 1963, ce régime a été balayé. Et c'était un autre tandem qui avait pris le pouvoir. Le tandem Apiti-Aoumadébé. Et cette fois-ci, c'est Maga qui était de l'opposition. Avant, c'était Aoumadébé qui était contraint de faire de l'opposition. Maintenant, c'est le Maga qui est contraint de faire de l'opposition. Ça n'a pas duré longtemps. L'alliance entre Aoumadébé et Apiti, ça n'a pas duré longtemps. Et le régime a été balayé en moins de 2 ans. Puis, c'était les militaires. Je voulais vous dire que la cause de l'instabilité entre 1960 et 1972, c'était d'abord la rivalité entre Apiti Aoumadébé et Maga, des leaders régionaux qui sont très rapidement devenus des leaders régionalistes. C'était la rivalité féroce entre eux. C'était la gestion calamiteuse des finances. C'était les interventions de l'armée. C'était les interventions aussi de l'ancienne puissance coloniale. Rivalité entre les frères ennemis, gestion calamiteuse des finances
qui faisait que on ne pouvait payer les fonctionnaires que si la France acceptait de combler le déficit. Et parce que la France payait, la France estimait qu'elle avait le droit d'intervenir. Un cas spectaculaire d'intervention de la France, c'était en 67. Les jeunes militaires, qu'ils se faisaient appeler les jeunes cadres, ont fini par décider de se débarrasser de leur chef, le général Soglo. Ils ont décidé de se débarrasser de leur chef, et celui qui a organisé le coup d'État s'appelait Kouandété, qui s'est autoproclamé président. Mais la France a dit niet, pas question d'accepter que Kouandété devienne le chef de l'État. Et il y a eu un véritable ultimatum. Et au bout de 3 jours, on s'est cherché, les militaires se sont donné un autre chef en la personne de Allais, du colonel Allais, qui était devenu plus acceptable. C'était un exemple. Et la France n'a pas accepté qu'on chasse Soglo, qui était un ancien officier de l'armée française, un ancien officier de la guerre du Vietnam, et il venait d'être reçu pompeusement par le général de Gaulle. Il revient à peine au Bénin, on le chasse. Vous voyez, les Français ont mal digéré la chose. Et l'ambassadeur de France au Bénin, au Dahomey, intervenait tout le temps dans les affaires du pays. Et donc, les militaires ont fini par mettre fin à cette instabilité le 26 octobre 1972 avec le coup d'État du général Mathieu Kérékou. Du commandant Mathieu Kérékou. Il n'était pas encore général. Okay. Alors, on a eu droit au parti unique avec le PRPB. Et tout le monde a fini par estimer que ce n'était pas ce qu'il nous fallait. Si bien que on a décidé à la faveur de la conférence nationale de permettre à tous ceux qui le veulent de créer un parti. Et nous-mêmes, on a créé notre propre parti, qui s'appelait le RAP, Rassemblement africain pour le progrès et la solidarité. Alors, je rappelle que pour avoir davantage d'informations sur cette préoccupation, eh bien, chers téléspectateurs, vous n'avez qu'à recourir à cet ouvrage. Et son auteur, c'est l'invité de ce jour. L'ouvrage, c'est bien l'Odyssée de Fils d'Afrique, édité aux éditions Armator. Rigobert Oladiran, Ladikbo en est l'auteur. C'était également un ministre au Bénin, ministre de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. C'était sous le gouvernement du président Soglo entre 1991 et 1995. Merci à vous, monsieur Ladikbo, pour cet entretien. Merci infiniment pour m'avoir donné cette occasion de dire un peu ce que je sais de ce qu'a été notre passé. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir pris ce rendez-vous. Vous le savez, nos programmes peuvent être retrouvés entièrement sur nos canaux digitaux, c'est www.golf Media. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Twitter, et bien Odyssée et autres canaux. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. À très vite.